Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une levée de bouclier contre le candidat RDPC investi pour diriger la mairie de Banganté. Des conseillers municipaux contestent avec force la décision de la hiérarchie du parti au pouvoir en pleine session de plein droit, malgré le désistement du premier challenger d'Éric Niat. Une femme, Dame Nana, s'est portée candidate, provoquant de vives tensions et un nouveau report inexpliqué de la désignation et l'élection du maire. À suivre au cœur de ce journal, l'ambiance électrique dans le chef-lieu du département d'Undé. Ils sont près de 6 employés d'une commune kidnappés depuis plusieurs jours dans la région du Nord-Ouest. Les différents maires s'inquiètent de cette insécurité grandissante. Une réunion à huis clos se tient en présence du gouverneur du Nord-Ouest qui annonce des mesures de sécurité visant à lutter contre les kidnappings, des activités illégales qui se multiplient dans le chaudron de la crise anglophone. Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. L'assassinat d'une jeune Camerounaise en Italie a suscité une vague de consternation sans précédent. Démembrée, mutilée, les restes de sa dépouille ont été retrouvés dans une poubelle. Une découverte macabre faite grâce aux informations contenues dans une lettre laissée par son bourreau, qui n'est autre que son petit ami. Lui-même, il s'est donné la mort dans des circonstances encore floues. La famille est choquée, la communauté camerounaise porte le deuil. Comment en est-on arrivé à ce double suicide et assassinat dans une ville italienne? Élément de réponse avec Eric Watat et Julienne Berthe-Bissaille. Un visage radieux, une âme pleine de vie, distillant autour d'elle de la bonne humeur à longueur de journée. Ainsi se résumaient les moments de détente d'Emma Pezemo, étudiante camerounaise, froidement assassinée en Italie. Sur cette vidéo amateur prise à l'anniversaire de l'une de ses amies en début d'année 2021, Emma était loin d'imaginer qu'elle quitterait ce monde d'une manière brutale et atroce. Résidant à Bologne au nord de l'Italie, la jeune fille perd la vie en début de matinée du dimanche 2 mai 2021. Tuée, décapitée en morceaux, emballée dans un sac plastique et jetée à la poubelle. Le principal suspect dans cette affaire, c'est son compagnon que voici, qui lui aussi s'est donné la mort après avoir avoué son crime dans une lettre retrouvée dans son appartement. Jacques Honoré Nguenet, un ancien installé en Italie. Inquiet de n'avoir pas vu Emma comme d'habitude, ses colocataires et amis alertent la police qui entame des investigations et retrouve la dépouille d'Emma complètement charcutée. Je l'ai connue surtout ici. Elle était étudiante. Nous nous sommes échangés les contacts et nous nous appelions souvent, mais rien de spécial. La dernière fois que je l'ai vue, c'était jeudi. Elle sortait de la réception et nous nous sommes salués. Je me suis senti un peu gêné parce que j'aurais pu continuer la conversation. Non, c'était pas une relation normale. Hier en sortant, j'ai vu la police tout autour et un colocataire attire mon attention. Par la suite, c'est une amie qui vit à Paris qui m'a envoyé le lien qui a gâché toute ma soirée. Selon les témoignages de ses proches, Emma Pezemo était allée comme d'habitude rejoindre son copain pour un week-end en amoureux. Un week-end qui a finalement viré en un cauchemar douloureux pour la victime et sa famille, aujourd'hui inconsolable. Pour les proches du présumé coupable, Honoré souffrait de troubles psychotraumatiques. Sur son implication dans l'assassinat de la jeune étudiante, le ministère de la Défense a rendu public un communiqué indiquant que l'ancien sergent-chef Nguenet Jacques Honoré
est un déserteur de moralité peu recommandable, plusieurs fois sanctionné pour manquement grave à l'éthique et à la discipline militaire. Portant le deuil à Douala, la famille d'Emma Pezemo, que l'équipe de reportage a rencontrée, n'a pas voulu s'exprimer sur cette tragédie. Dans le département du Onkam, c'est une sorte de mini-raffinerie de fortune cachée dans un village à Bandia. Là-bas, des individus se livraient au trafic illégal des produits pétroliers, ceci à l'insu des autorités locales. Il a fallu l'intervention de la Brigade nationale de lutte contre les produits et de contrôle des produits pétroliers dans la région de l'Ouest. D'autres précisions avec Raphaël Tchoko et Vivien Tonfac. À Bachipa, village situé à environ 2 km du centre-ville de Banja, dans le département du Onkam, avait trouvé refuge des spécialistes en frelatage de carburant. Vous avez des camions citernes qui, après avoir chargé dans le dépôt SCDP de Bafoussam, se rendent ici parce que nous avons découvert sur site de nombreux scellés. Donc ces camions se rendent ici, ils procèdent au siphonnage de certaines quantités qu'ils stockent dans les cuves que vous voyez derrière moi. Une fois stockés, ces produits sont transférés dans les bidons que nous avons détruits et ils sont mélangés avec pétrole, gazole. Mise au courant de cette activité dangereuse, la Brigade nationale de contrôle des produits pétroliers, créée par le ministère de l'eau et de l'énergie, grâce à une embuscade bien ficelée, surprendra les fraudeurs en pleine activité. Cette opération a été menée après qu'on ait remarqué la résurgence du phénomène de fraude, notamment dans la région de l'Ouest. On peut citer par exemple, excusez-moi, l'accident qu'il y a eu très récemment avec l'incendie qui a causé la mort de plusieurs de nos compatriotes. Leur matériel, constitué entre autres de fûts et de pompes à moteur, a été saisi. Ces hors-la-loi étaient si habiles que même le sous-préfet de la localité n'était pas au courant de leur activité. C'était que on a découvert dans mon arrondissement. On vient de me nommer ici, c'est plus qu'un an, quelques mois. Et je n'ai jamais connu qu'il y a cette situation qui se passe dans mon arrondissement. Toutefois, la présence fréquente des camions citernes transportant des produits pétroliers ici au carrefour Banja devenait suspecte à ses yeux. Depuis mon arrivée ici, j'ai commencé à combattre en route de mon carrefour où je vois des voitures garées là-bas, n'importe comment, des camions, des pétroliers, des camions qui portent des semences, des camions, même des gros porteurs. Je l'ai chassé là-bas, que mon carrefour là est petit et c'est en danger si des voitures garées là-bas. L'autorité administrative est favorable pour des sanctions fermes à l'encontre de ces sans-foi ni loi. Loi camerounaise qui gouverne tout le monde. Il n'y a pas aucune personne qui est au-dessus de la loi. Et les malfaiteurs là s'attrapent par la loi camerounaise pour le punir et pour le sanctionner. Ce nouveau coup de poing de la Brigade nationale de contrôle des produits pétroliers intervient un mois environ après celui réalisé dans la ville de Bafoussam. La région de l'Ouest devient décidément l'un des bastions du carburant frelaté au Cameroun. Des catastrophes se dessinent dans la capitale économique. Le retour des pluies a fait perdre le sommeil aux populations résidentes à Makepe et Misoké, une zone à risque où une partie des drains a été curée, mais cela n'a pas empêché que des inondations ressurgissent, provoquant d'importants dégâts matériels. Les populations avaient manifesté il y a quelques semaines pour dénoncer l'abandon des opérations de curage des drains dans leur cité exposée aux inondations. Le constat est fait par nos reporters Martin Abanda et Cédric Chouna. Cet enfant n'est pas à une partie de pêche, mais à la repêche des ustensiles et articles de la maison emportés cette nuit par les eaux torrentielles de la pluie. Nous sommes à Misoké, dans le 5e arrondissement de Douala, quartier réputé populeux où règne la promiscuité.
Les habitants de cette localité ont pratiquement passé une nuit blanche à la récupération des biens qui pouvaient être sauvés. La pluie a commencé aux environs de 1h à 2h comme ça là. Bon, moi, quand je suis société pour aller uriner, c'est où maintenant que je mets le pied dans l'eau. C'est quand maintenant il réveille maintenant tout le monde là, comme vous voyez l'eau là. C'est depuis, ça fait déjà 3 jours. Donc la première chose qu'on a les petits enfants, on a sauvé les enfants. Le témoignage de certains riverains laisse entendre un inachèvement des travaux sur les drains, ce qui selon eux serait à l'aboutissement de l'inondation dans les ménages et écoles. Les eaux quittent le pont du marché Macapé-Messoké. La largeur de l'eau c'est 25 mètres. Mais arrivé au pont Vérité, juste ici en bas, qui est à côté de l'école, on a arrêté tout et le lit d'eau devient 2 mètres. Et c'est là où c'est catastrophique. La capacité de l'eau peut porter même un grand comme vous. Tout à l'heure, c'était grave. Je suis entré dans l'eau. L'eau était à ce niveau, après mon nombril. Donc c'est à cause de l'île qui est bloqué. Et ça m'étonne parce que ces drains qui ont commencé en bas, on n'aurait pas ce dégât-là. Mais on a commencé en haut et on n'a pas achevé. Ici, au lieu dit pont cassé de Missoké, ce sont des jeunes, au travers d'une idée commune, essaient de désengorger le lit d'eau pont cassé de Missoké, même si les surprises sont désagréables. La difficulté dans cette eau, c'est les cadavres des animaux que je trouve, les avortements aussi, les cadavres de certains petits bébés que je trouve dans le sang auquel je ne peux pas dévoiler sur le lieu de repousser. Comme vous voyez, je suis à l'intérieur entouré des souris mortes, des chiens morts, tout ça, sans compter les garnitures et les couches étables, des enfants, des fourmis, des asticots. Si vous regardez bien sur moi, j'ai les asticots qui traînent un peu de partout parce que je ne peux pas me déshabiller là au milieu des gens. Suivant les dires d'un habitant, les plaintes portées à l'attention du maire au sujet des drains a accouché d'une souris. Même l'aide destinée aux naufragés a connu une fin autre. J'ai parlé même jusqu'à donner, mais nous on a donné nos doléances au super-maire. Jusqu'à aujourd'hui, on ne voit rien. Toutes les promesses qu'on nous avait proposées, rien. L'eau avait gâté, touché les gens. Le gouvernement nous a aidés et envoyé les matelas dans ce quartier qu'on donne aux sinistrés. Finalement, même un seul sinistré n'a même pas vu un matelas. C'est après, quand les informations parlaient de ces matelas, que nous aussi on a compris et demandé que mais ça se passe comment. On est allé plutôt politiser ça et partager aux connaissances, aux gens qui ne sont même pas dans l'eau, dans Bepanda, partout. Nous, dans Macapé, c'est nous qui avions donné les interviews, qu'on nous aide. Personne n'a vu un seul matelas, ni un seul aide. Le riz, l'huile, tout ce qu'on a parlé. Personne de ce quartier n'a vu quelque chose. Les cris de ces populations espèrent trouver un refuge de faveur chez les autorités en charge du bien-être de ces citoyens. La tension est encore perceptible à Banganté dans le département du Ndé et pour cause, des conseillers municipaux se déchirent autour de l'élection du maire de Banganté. Vous le voyez en image, ces mouvements de contestation devant la municipalité, mais également quelques mouvements de soutien à Eric Niat, candidat investi par le RDPC, candidature contestée par une faction des conseillers municipaux. Malgré le désistement du premier challenger d'Eric Niat, une femme, Dame Nana, s'est portée candidate, provoquant de vives tensions. Nous y reviendrons dans ce journal. Évoquons à présent cette inquiétude du maire de Kumbo dans la région du Nord-Ouest. Cela fait déjà plusieurs jours que 6 de ses employés sont portés disparus. Selon le maire, ils ont été enlevés. Ce phénomène de kidnapping se multiplie dans plusieurs villes anglophones, là où il y a un conflit armé entre les groupes armés séparatistes et les forces de défense et de sécurité. Le maire de Kumbo a déploré ce phénomène grandissant lors d'une rencontre avec le gouverneur de la région du Nord, Adolphe Lélé-L'Afrique, durant la réunion à huis clos, a présenté de nouvelles stratégies visant à lutter contre cette nouvelle forme d'insécurité dans la région du Nord-Ouest. La réunion à huis clos se tient jusqu'à 7 heures. Je vous invite à présent à suivre une réaction du maire de Kumbo, Boran Venacius,
et le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-Lafrique. Nous faisons face à des difficultés énormes. Les séparatistes ont rendu la vie difficile. Comme à l'instant dont je vous parle, certains de mes employés sont en captivité. 6 au total, ça fait 4 jours qu'ils sont en captivité. C'est très difficile et déplaisant de vivre dans ce contexte. Son Excellence, comme vous l'avez toujours fait, nous souhaitons que vous nous prêtiez plus d'attention. Depuis décembre de l'année dernière et jusqu'à janvier et février, les choses allaient normalement. Mais soudainement, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Globally speaking, from all the reports handed to me by the senior criminal officer. Selon le rapport que m'a remis le préfet du département du Mboui, la situation globale est sous contrôle des autorités administratives et sécuritaires. The population are more and more collaborating with the administration, the security services. Les populations collaborent davantage avec l'administration et les services sécuritaires. Les déplacés internes retournent, malgré qu'ils font encore face aux défis sécuritaires tels que les enlèvements, les menaces et d'autres atrocités commises avec l'aide des nouvelles munitions. Qu'à cela ne tienne, les forces de sécurité et de défense sont au contrôle dans tous les arrondissements du département du Mboui. La résurgence de l'insécurité dans cette partie du Cameroun a engendré une prolifération des armes à feu utilisées sur des scènes de braquage, d'enlèvement et d'attaques terroristes. Le ministre de l'administration territoriale insiste sur l'interdiction de la vente des pistolets automatiques et demande des comptes aux armuriers installés sur le sol camerounais. Compte rendu, Rodé Ngassi et Gizogo. La menace d'un grand nombre d'armes à feu en circulation et sans contrôle plane sur le Cameroun. C'est le ministre de l'administration territoriale qui vient de le rappeler au cours d'une réunion à Yaoundé avec les armuriers. La prolifération et la circulation illicite des armes à feu de tout calibre et de leurs munitions demeurent une réelle menace pour la sécurité de notre pays. Plusieurs personnes détiennent des armes à feu modernes ou de fabrication artisanale sans la moindre autorisation correspondante. Une situation que Paul Atangandji attribue au manquement des armuriers à leur devoir. Les responsables des différentes armureries ne tiennent pas toujours de manière systématique des fichiers numériques et physiques devant permettre de retracer toute opération effectuée. Ce qui, poursuit le ministre de l'administration territoriale, jette un flou total sur le contrôle des armes en circulation. Ce manquement de la part de certains d'entre vous ne permet pas à l'administration de disposer en temps réel d'informations utiles et fiables sur les dates d'entrée et de sortie des armes et de munitions vendues ou achetées, notamment les caractéristiques des dites armes et munitions, les quantités stockées et vendues, ainsi que l'identification, le domicile ou la résidence des différents clients. Il y a même pire au sujet des armes de poing dont les ventes se font sur la base des autorisations des autorités administratives. L'administration territoriale rappelle alors qu'il s'agit de son domaine de compétence. L'introduction sur le territoire national, la vente, l'exportation et le commerce d'armes et munitions de 4e et 5e catégorie sont soumis à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'administration territoriale. Dans la foulée, une décision, celle relative à l'interdiction de la vente des pistolets traumatiques, est annoncée. Parmi les armuriers, on met plutôt en avant la volonté de respecter la loi. Nous, comme collectif des armuriers du Cameroun, nous veillons à ce que les lois soient respectées. Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Il y a déjà 3 ans, nous avons été dans ces difficultés. Nos emplois ont été conservés
C'est-à-dire que les armureries n'ont pas continuellement été fermées. Plus encore, les concertations avec le ministre de l'administration territoriale sont accueillies favorablement. Il a fallu attendre l'arrivée du ministre Atanganji pour qu'on découvre que, en fait, ceux-là qui nous donnent les pouvoirs d'exercer notre activité peuvent de temps en temps nous appeler et vous dire, mais voilà, vous avez fait telle chose, c'est pas bon, vous avez fait telle autre, ce n'est pas bon. Si vous continuez à le faire, nous sommes très conscients du poids économique de votre activité, nous allons davantage vous sanctionner. Et nous dit, en fait, dites-nous quels sont vos problèmes. Tout compte fait, la décision sur la suspension de la vente des armes traumatiques n'est pas contesté. Pour le moins, sans en arriver à l'interdiction de la vente des armes comme il y a 3 ans, au fil des jours, le contrôle des armes à feu en circulation devient un vrai casse-tête pour le gouvernement. Il a été signalé ici et là à travers le territoire national des cas d'agression physique de paisibles citoyens par des individus arborant des masques anti-Covid estampillés MINDEF ou gendarmerie. Le ministre de la Défense précise que ces masques MINDEF ou gendarmerie fabriqués par l'atelier central de confection de la réserve logistique des armées au Cameroun sont gracieusement destinés au personnel militaire et civil régulièrement répertorié dans les registres du ministère de la Défense. De ce fait, le port frauduleux des 10 masques est assimilé au port illégal des uniformes et autres effets militaires par des individus non habilités. Il constitue une violation, précise le communiqué du ministre de la Défense, une violation de la loi portant interdiction de l'achat, de la vente, de la confection, la distribution et le port ou détention d'effets et insignes militaires au Cameroun. Les contrevenants seront désormais interpellés, menace le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomer, dans un communiqué. L'aménagement des voies de raccordement peut-il être réalisé avant la fin de l'année 2021 sur l'autoroute Yaoundé-Douala? Le ministre des Travaux publics exige une accélération dans la construction de ces voies sur le tracé existant. Emmanuel Nganou-Dumessi précise que c'est la condition sine qua non pour la mise en service des premiers kilomètres de l'autoroute Yaoundé-Douala. Les contours de ces travaux à réaliser ont fait l'objet d'une rencontre entre les pouvoirs publics prestataires. D'autres détails avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. C'est à une véritable course contre la montre que se livre le gouvernement. Avant la fin de l'année, les 60 premiers kilomètres de l'autoroute Yaoundé-Douala doivent être ouverts à la circulation. Cela passe inéluctablement par la construction de 2 voies de raccordement, l'une de 15 km sur Yaoundé et l'autre d'environ 13 km sur Boumniebel. On a à peu près 28 km de route à réaliser et certaines ils sont dans des sites urbains. Donc ces travaux-là, ils vont nécessiter plus que la date du 31 octobre 2021. Donc, la chaussée, proprement dite, elle sera offerte pendant la CAN. Ça veut dire on réalisera la chaussée. Les dépendances, c'est-à-dire tout ce qui est système de drainage, tout ce qui est équipement de sécurité, les peintures et tout ça, ça va suivre après cette échéance de la CAN. L'essentiel, c'est que la route, elle soit circulable de bout en bout. Ça veut dire quoi? Du centre administratif de Yaoundé jusqu'à Boumniebel, elle sera circulable de bout en bout. Le temps est court, alors il faut faire vite. Aussi, le ministre des Travaux publics a-t-il prescrit que ces voies de raccordement suivent le tracé existant, ce qui permettrait de réduire non seulement le coût des travaux, mais également de limiter les expropriations et ainsi de réduire les dépenses d'indemnisation et les pertes de temps qu'imposerait la libération des emprises. Je vais répéter ce que j'ai dit. Il n'y a aucune casse. Il faut absolument éviter les casses, parce que le raccordement va respecter le tracé existant. Le coût total des travaux liés au raccordement sera connu la semaine prochaine. D'ores et déjà, il est prévu que la dizaine de maisons et les cultures qui sont affectées sur la voie de raccordement de Colbison soient payées par anticipation. Au 6 mai 2021, le taux d'avancement physique des travaux entre le PK0 et le PK60 est de 115% en tenant compte des travaux additionnels. Nous sommes en train de réaliser les ouvrages de drainage. L'ouvrage UH100 sur la rivière Maniaï, donc comme vous avez vu, donc on est en train de construire les sommets des appuis.
Cet ouvrage il est maîtrisé dans le planning général des travaux. Et il nous reste la réalisation d'un tout dernier passage supérieur au PK 56. L'enrobé et la chaussée, donc d'une manière, elle se fait normale, automatique, malgré bien sûr la cadence des pluies. Le maître d'ouvrage est désormais balle au pied avec l'entreprise chinoise qui exécute les travaux. Emmanuel Ganon-Djoumessi entend désormais descendre sur l'autoroute chaque mois jusqu'à l'achèvement des travaux et l'ouverture de cette infrastructure aux usagers avant la fin d'année. La candidature a été maintenue, provoquant des tensions dans la ville de Banganté. Des précisions sur cette journée électrique vécue à Banganté, c'est avec Jérôme Narcisse. Banganté, nous sommes le 6 mai 2021, jour de la deuxième session de plein droit, consacrée à l'élection du nouveau maire de la commune de Banganté, après celle avortée le 3 mai dernier. Quelques heures avant la tenue de cette session, c'est un impressionnant dispositif sécuritaire composé des éléments de la gendarmerie, de la police et de l'administration pénitentiaire qui attire la curiosité des uns et des autres. Un homme monté nous fait savoir qu'on redoute des débordements. Ne sont habilités à traverser le portail de l'hôtel de ville de Banganté que les conseils municipaux. Quelques minutes seulement après, les hommes des médias, détenteurs d'une carte professionnelle, sont également admis en salle. On peut alors se rendre compte de la présence effective des 40 conseils municipaux que compte la commune de Banganté. Contre toute attente, après l'exécution de l'hymne national, Ernest Ewangoboudou, préfet d'Undé, demande aux hommes des médias et autres curieux de libérer la salle. Seuls les conseils municipaux et les mandataires du comité central du Parti des Flammes sont habilités à rester. La presse n'ayant pas vécu de bout en bout cette session de plein droit se contentera au bout de 4 heures d'horloge d'une décision prise par le préfet d'Undé, celle de renvoyer pour une troisième fois et cette fois-ci à une date ultérieure cette session de plein droit. Sur les raisons de ce report, des informations puisées auprès de certains conseillers municipaux qui ont souhaité garder l'anonymat nous font savoir qu'après le désistement de M. Tchoumi Jean Lambert, principal challenger du candidat Eric Miat, une autre postulante, à savoir Mme Nana Evelyne, déciderait de poser sa candidature. Une situation que n'auraient pas digérée les mandataires du comité central du RDPC, qui d'après notre source aurait exigé que soit respectée la discipline du parti qui avait déjà investi un candidat. Le préfet d'Undé, qui a pris acte de cette décision, décidera de mettre un terme à cette session. La renvoie à une date ultérieure, une décision que n'ont pas digérée les populations qui s'attendaient à l'élection d'un mai ce jour. On ne peut pas détruire notre village. Il nous incite de détruire notre village. Nous aimons notre village. Et c'est pour cela qu'on est là pour le changement de notre village. Alors, maintenant, restez tranquille. Nous disons ça. Tout ce que nous vous demandons, ne faites pas de bruit. Allez attendre. Si ce jour, le jour qu'on va venir faire une nouvelle élection, et qu'il n'y a pas, c'est à ce moment que vous allez être fâché, mais pour l'instant, permettez qu'il y ait la paix. Pendant pratiquement 1 heure de temps, le portail de la mairie de Banganté sera bloqué par une impressionnante foule, les uns dénonçant ce qu'ils appellent un véritable scandale à ciel ouvert. Le comité central était là, on a fait le procès verbal, et que l'adversaire a embrassé son adversaire, ils sont embrassés. D'autres par contre, satisfaits de la décision du préfet, ne cachent pas leur joie. Une source bien introduite auprès de la délégation du comité central du RDPC nous fait savoir que cette affaire sera portée à l'attention de la hiérarchie du parti pour arbitrage et le verdict sera donné dans les prochains jours. Ernest Ewangoboudou, préfet d'Undé, quittera lui-même les locaux de la nouvelle mairie de Banganté à pied sous les ultérieures. Une décision que n'ont pas digérée les populations qui s'attendaient à l'élection d'un mai ce jour. On ne peut pas détruire notre village. Il nous incite de détruire notre village. Nous aimons notre village. Et c'est pour cela qu'on est là pour le changement de notre village. Alors, maintenant, restez tranquille. Nous disons ça. Tout ce que nous vous demandons, ne faites pas de bruit. Allez attendre. Si ce jour, le jour qu'on va venir faire une nouvelle élection, et qu'il n'y a pas, c'est à ce moment que vous allez être fâché, mais pour l'instant, permettez. Pendant pratiquement 1 heure de temps, le portail de la mairie de Banganté sera bloqué par une impressionnante foule, les uns dénonçant ce qu'ils appellent un véritable scandale à ciel ouvert. Le comité central était là, on a fait le procès verbal, et que l'adversaire a embrassé son adversaire, ils sont embrassés. D'autres par contre, satisfaits de la décision du préfet, ne cachent pas leur joie.
Une source bien introduite auprès de la délégation du comité central du RDPC nous peut savoir que cette affaire sera portée à l'attention de la hiérarchie du parti pour arbitrage et le verdict sera donné dans les prochains jours. Ernest Ewangaboudou, préfet d'Undé, quittera lui-même les locaux de la nouvelle mairie de Baranté à pied sous les regards impuissants des populations. Affaire à suivre dans la ville de Banganté. Des publics reportages dans ce journal. Les meilleurs employés de Isacam, agence de la région de l'Est, agence de Berthois, ont été récompensés pour leur ardeur au travail. Une opération visant à récompenser les plus méritants, ceux-là qui œuvrent pour permettre à l'entreprise Isacam d'assurer l'hygiène, la salubrité dans la ville de Berthois et ses environs. Reportage. Les 3 meilleurs employés de l'agence Isacam de Berthois sont connus. Ils viennent d'être élus par leurs collègues à l'occasion du concours des meilleurs employés Isacam. Tous les 3 affichent fière mine et c'est Alioum Dourandi, 35 ans du service propreté urbaine, qui remporte la palme d'or. Mon secret d'être meilleur, c'est de me donner au travail. Je me suis donné au travail, je respectais les consignes des chefs, je respectais l'heure et je respectais tout ce que les chefs disaient. Le meilleur agent Isacam de l'agence de Berthois, porté en triomphe par ses collègues, s'est démarqué sur le triple plan de la ponctualité, l'assiduité et l'engouement au travail. Des maîtres mots qui riment son quotidien. Je me lève de chez moi à 5h, je fais la prière à 5h20, je me retrouve ici à base à 5h40. On sort à 6h, on rentre à 13h30. J'étais toujours ponctuel. Les meilleurs agents Isacam recevront 500 000 francs pour le premier, 300 000 francs pour le deuxième et 200 000 francs pour le troisième. À Yaoundé, ainsi que leur parchemin des mains du directeur général d'Isacam, l'entreprise citoyenne. Ils sont les fantassins d'une année difficile, rendue par la survenue du Covid-19 qui a complètement basculé nos habitudes de travail. Ils n'ont pas reculé face au virus qui était omniprésent et permanent. Ils n'ont pas reculé. Bien au contraire, ils ont tenu bon en s'améliorant radicalement dans leur méthode de travail. Les vainqueurs de ce concours ont fait preuve de témérité compte tenu du contexte sanitaire actuel. Ils ont donc appris radicalement à se désinfecter, à abhorrer systématiquement leurs équipements de protection individuelle, à désinfecter leur poste de travail et même à désinfecter les tas d'ordures avant de les enlever. Pour le faire, il fallait être téméraire et audacieux. Dans la ville de Berthois, les prouesses de l'entreprise Isacam pour la propreté sont notables. Jusqu'à présent, je peux vous dire que je suis satisfait de ce que Isacam est en train de faire sur le terrain. On les voit des jours comme des nuits, en train de travailler, en train de balayer les rues. On a conçu les réceptacles pour faciliter à Isacam les points de ramassage des ordures. Et nous osons croire que dans les jours à venir, Isacam n'aura pas trop de difficultés pour pouvoir se déployer sur le terrain. Témoin privilégié de l'extraordinaire travail des agents d'Isacam, le maire de la ville de Berthois les encourage à plus d'abnégation à la tâche. Les emplois d'Isacam, comme je disais tout à l'heure, travaillent. On les voit à l'œuvre de jour comme de nuit, oui, avec tous les risques. C'est vrai que bientôt, ce sera illuminé partout. Ça va leur permettre de mieux se déployer sous la lumière. Mais c'est des ouvriers, c'est des agents qui se battent pour que Isacam reste debout. Et nous leur adressons nos vives félicitations. C'est donc un